La canicule, les inondations, beaucoup de Français, peut-être vous, êtes confrontés aux aléas climatiques. Alors, quelles sont les attentes? Quels sont les travaux à réaliser? C'est ce que l'on va voir avec nos experts. Figaro Imo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour parler confort de son logement, pour parler rénovation, pour parler travaux. Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de l'association Qualitel à l'occasion de la publication du nouveau baromètre 2025 sur le thème du logement, le changement climatique, ce que les Français vivent, redoutent et attendent. François de Chavanec, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur du développement, mais aussi grand compte et partenariat de Illico Travaux, du groupe Exahome, spécialiste de la maison individuelle, construction et puis rénovation. Donc on va parler en fait de tous ces thèmes en étant à la fois très pratique, mais peut-être justement en introduction. Quelles sont pour vous les qualités d'un bon habitat, Antoine ? Vaste question. Le bon habitat, pour moi, pour Qualitel, il doit être confortable, sain, agréable à vivre, notamment en termes de qualité de l'air intérieur, pour ne citer que ces exemples. Et il doit être respectueux de l'environnement, bien sûr, et il doit être économique aussi pour ses habitants. Les habitants et les occupants, bien sûr, pour les deux, et intérieur comme extérieur. Intérieur comme extérieur. François. Ben oui, la qualité du logement en France, c'est quand même un bilan un peu contrasté. Alors on va commencer par ce qui est très positif, c'est qu'on a quand même un parc immobilier globalement très qualitatif. En France, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui pourraient envier la qualité de ce parc-là. On a des logements qui ont été quand même pas mal mis au goût du jour ces dernières années. La technique a évolué, je parle de l'isolation par exemple, mais ça a généré aussi un gain en sécurité sur tout ce qui est installation électrique, etc. Sur les équipements, du confort, c'est qualitatif. Par contre, on a des enjeux majeurs aujourd'hui sur toutes les notions, effectivement, énergétiques, comme le disait Antoine, pour accompagner les propriétaires de logements à faire plus d'économies d'énergie et puis être un logement toujours un peu plus propre finalement. Alors justement, on va commencer à décrypter à la fois le ressenti, mais aussi les attentes des Français avec Antoine Desbarrières. Donc cette étude, ce 9e baromètre 2025, vous qui œuvrez pour l'amélioration de l'habitat, quels sont les principaux enseignements de cette étude, Antoine ? Alors pour la resituer, cette étude, Olivier, donc elle est réalisée en partenariat avec Ipsos, c'est la 9e édition effectivement, et nous interrogeons les Français sur la perception qu'ils ont de la qualité de leur logement. Donc c'est quelque part éminemment subjectif, mais statistiquement très robuste, puisqu'on interroge 3600 personnes, un peu plus. Et effectivement, là, le thème, c'était les aléas climatiques. Et sujet d'actualité, l'enquête a été réalisée au mois de mai. C'est important de l'avoir en tête, parce que c'est avant un certain nombre d'événements. Canicule, notamment. Ouais. Voilà, à la fois caniculaire et tempétueux, et d'inondations et autres, et d'incendies. Donc un été très, très mouvementé, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, il faut en retenir qu'il y a une prise de conscience très claire des Français sur le sujet. 94% des Français disent oui, la France est exposée à au moins un aléa climatique. Bon, donc on peut dire que la totalité de la population a pris conscience du sujet. Ça serait difficile de pas l'être, mais bon, c'est bien de le vérifier. Qu'est-ce qui arrive en tête ? Alors, et dans cette prise de conscience, on a classé, nous, les aléas en 3 grandes catégories, tout ce qui concerne plutôt les tempêtes, l'eau, et en premier lieu, donc, les inondations. Voilà, ça c'est le sujet qui est marquant de ce point de vue. Et puis tout ce qui est lié à cela, donc la grêle par exemple, les éboulements, coulées de boue, etc. Une deuxième grande catégorie, c'est tout ce qui est lié à la chaleur. Et donc là, on va retrouver la canicule, la sécheresse, les incendies. Et puis un élément qui est intéressant, qui touche tout particulièrement le monde de la construction et l'immobilier, qui est le sujet du retrait-gonflement d'argile.
Et là, pour le coup, la proportion est bien moindre. C'est 24% seulement des Français qui l'ont identifié, ce qui est finalement assez peu lorsqu'on sait que 11 millions de maisons en France, donc quasiment un tiers du parc immobilier, sont exposés à ce risque, et déjà 3 millions l'ont été. Voilà, donc là, il y a une prise de conscience qui est quelque part progressive seulement. Quelles que soient les générations. Alors là, on est effectivement toutes générations confondues, et comparativement, pour situer, quand je parlais des épisodes tempétueux d'inondation ou canicule, on est plutôt sur des proportions de l'ordre de 80 et quelques %. Et puis, dans une moindre mesure, le froid. Bon, c'est quand même un sujet qui reste prégnant, mais c'est plus vraiment un aléa en fait. Il n'est pas considéré comme un aléa, ça fait partie, on va dire, du paysage. Voilà, ça c'est la prise de conscience. Et quand on va un petit peu plus loin, 86% des Français ont eux-mêmes été soumis à un de ces aléas. Donc on voit que c'est quasiment général. Et là, selon les catégories, tout le monde n'est pas égal. En termes de territoire, déjà, bien sûr, la canicule touche tout le territoire, mais un peu moins quand même le nord-ouest de la France, en particulier Normandie et Bretagne. Les événements plutôt tempétueux, eux, vont plutôt toucher un grand arc atlantique, et puis la façade aussi Manche et Nord-Manche. Et à l'inverse, si on parle des autres phénomènes, là, ils concernent vraiment plutôt tout le territoire. Donc pas d'égalité parfaite entre les territoires. Chacun est concerné, mais quand même avec des petites nuances sur le sujet. Est-ce que les logements sont suffisamment armés pour faire face justement à ces... Alors effectivement, c'est une bonne question, parce que les Français jugent que, pour une bonne moitié d'entre eux, que leur logement n'est pas effectivement suffisamment armé pour faire face à ces différents aléas. 66% des Français disent avoir souffert de la chaleur. Plus d'un Français sur deux, alors oui. Pour la chaleur en particulier, là on est à 2 Français sur 3, donc c'est vraiment le sujet qui émerge et qui ressort de notre enquête, comme étant celui qui concerne le plus grand nombre en fait. On comprend bien que ce qui concerne les inondations, le retrait du trait de côte par exemple, et les éboulements en montagne ne vont concerner que ceux qui habitent dans les territoires concernés, mais il n'y a pas, de ce point de vue, effectivement, d'équité quelque part pour tous les Français. Et ça peut inciter à déménager ? Alors ça peut inciter à plein de choses, d'autant que ces logements eux-mêmes, intrinsèquement, ne sont pas tous égaux, selon qu'on est en maison ou en appartement. Les maisons, globalement, sont plus exposées aux épisodes tempétueux, par exemple. Les appartements sont plus exposés aux phénomènes de canicule, notamment. Et puis, le déménagement. Alors ça, c'est aussi un point qui est quand même important, c'est qu'on s'est rendu compte que 15% des Français se projettent dans je vais devoir déménager du fait des aléas climatiques. Mais quand je dis 15%, si on s'intéresse aux plus jeunes d'entre nous, les moins de 25 ans, c'est 28%. 28% des moins de 25 ans se disent nous allons devoir déménager. Pour les gens comme moi, c'est plutôt 9%, mais les plus jeunes, et donc c'est quand même notre avenir, l'avenir de la France. Absolument. Sur la prise de conscience, c'est tout à fait considérable. Donc il y a une prise de conscience des jeunes sur ces sujets, on le sait bien, plus forte que pour les plus âgés, mais ce qui est important, c'est qu'on va voir que ça va avoir un incidence sur le parcours de vie, sur le parcours résidentiel, et donc ça va bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer sur la qualité même du bâti. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui vont être à prendre en compte, c'est comment on y fait face sur son propre logement, mais je pense que nous allons y revenir. Absolument. Alors on va poursuivre, on verra notamment sur le volet de l'assurance, mais François Chavagnac, c'est important dans le prolongement justement de cette étude Qualitel à l'approche de l'hiver, c'est important de s'assurer que son logement est prêt à affronter l'humidité, les intempéries. Qu'est-ce que l'on peut dire dans le domaine, François ? On peut dire beaucoup de choses, Olivier, sur tout ça. En fait, de manière générale, on aura toujours la même approche. On va déjà regarder les petits gestes réflexes qu'on peut avoir en fin d'été, début d'automne, pour préparer son hiver, avant peut-être d'envisager de faire des travaux un peu plus conséquents, parfois, effectivement, pour mieux se mettre à l'abri. Donc, on va commencer assez naturellement par ce qui est le plus exposé. On sait que, globalement, 25-30% des déperditions de chaleur vont se faire par la toiture. Donc moi, je vais vous inviter à déjà commencer par ça. On l'a dit, on commence par un petit contrôle. Ça peut être pas mal.
Alors, je ne vous invite pas forcément à crapahuter vous-même sur la toiture, Olivier, il faut être conscient parfois de ses limites. Il y a des professionnels qui peuvent nous accompagner aussi pour ça, mais déjà, regardez dans quel état, de manière générale, est la toiture. Est-ce que on se retrouve un peu avec une toiture végétalisée, sans le vouloir, entre guillemets, avec un petit peu de mousse, on peut démousser, on peut replacer des tuiles, on peut changer des ardoises qui sont tombées. Voilà, déjà, ça c'est quelque chose qui est important. Et puis après, on peut identifier, et là on rentre dans les sujets un petit peu plus costauds, qu'on va avoir besoin d'isoler cette toiture. Et là, il y a plein de solutions possibles. On peut isoler par l'intérieur, on peut souffler de la ouate, il y a la laine de roche, la laine de verre, il y a des panneaux isolants. Bonne isolation pour réduire déjà sa facture énergétique, très important. Exactement, pour réduire sa facture et pour gagner évidemment en confort. Les fenêtres ensuite. Les fenêtres, c'est ça exactement, hein. C'est un autre poste important de déperdition de chaleur, on a entre 10-15% à peu près. Donc là pareil, toujours la même logique, je commence déjà par contrôler, parce qu'au niveau des fenêtres, je peux facilement avoir ce qu'on appelle des ponts thermiques. Vous savez, c'est au niveau des jonctions. Donc là, on va regarder, c'est tout bête, mais déjà l'état des joints. Est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont en bon état? Déjà, on peut peut-être envisager de retravailler un petit peu tout ça. Et puis après, oui, aujourd'hui, je l'ai dit un peu en introduction, on a fait des gros progrès techniquement sur l'isolation et notamment au niveau des vitrages. Je pense que le simple vitrage, c'est plus trop le standard aujourd'hui. Il y a eu double vitrage, il y a eu triple vitrage parfois, qui peut vous permettre d'avoir un gain substantiel à ce niveau-là. La cheminée, un mot sur la cheminée? La cheminée, l'entretien, on y revient. Ça, c'est la priorité puisque c'est déjà un élément de sécurité. Donc, ramonage, 1 à 2 fois par an, selon l'installation, les équipements que vous pouvez avoir. Mais ça, c'est un point qui est essentiel, effectivement. Et puis après, la cheminée, on apprécie tous son agrément, son confort. On a tous cette belle image de la belle flambée dans la cheminée, mais c'est pas forcément le plus efficace d'un point de vue thermique aussi. Donc, on va pouvoir envisager peut-être de la fermer par un insert, mais surtout mettre un poêle à bois, poêle à granulés, qui va avoir une performance autrement plus importante pour le confort et, comme vous l'avez dit, effectivement, sur les économies d'énergie. Alors, quelques gestes simples aussi pour justement préparer son logement avant l'hiver, si on devait en retenir 2 ou 3. Quelques gestes simples. Par quoi commencer? On a dit cet entretien, effectivement, ces contrôles visuels, et puis après, prendre le temps de s'interroger sur nos besoins réels au début de l'hiver. Par exemple, est-ce que mon besoin, c'est d'avoir un peu moins froid? Imaginons. Ça peut être, donc là vous voyez effectivement des solutions possibles de mieux isoler, par des boudins, par des rideaux. Les radiateurs, c'est plutôt de la purge de radiateur, c'est tout bête, mais là vous allez avoir, vous savez, ce petit sifflement que vous entendez quand il y a de l'air dans les fluides du radiateur, ça c'est pas grand chose à faire, vous pouvez facilement le faire vous-même, sinon il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner, mais effectivement c'est des choses assez basiques finalement, mais qui peuvent changer votre hiver et le rendre beaucoup plus confortable. Comment donner envie aux ménages de faire des travaux d'amélioration et de rénovation énergétique, Antoine? Vaste sujet. Oui. Écoutez, je pense que cette envie, les Français se rendent compte qu'il se passe des choses. Premièrement, il faut simplement peut-être mieux les informer sur les conséquences de ce qui se passe. Pas assez d'informations, c'est d'ailleurs ce qui est révélé dans le baromètre. C'est clair, c'est assez constant. Et là, sur le sujet des aléas climatiques, de la canicule en particulier, ça ressort très nettement. Quand on achète un logement, dans 70% des cas, on ne s'est pas du tout préoccupé de la question des aléas climatiques et de l'impact que ça aurait sur la qualité de vie qu'on aurait dans son logement, même sur son logement et les dégâts qui pourraient être occasionnés par la proximité d'une rivière et des inondations, etc. etc. Et donc il y a un besoin d'information. Ce qu'on fait ressortir aussi au travers de l'enquête, c'est, on a parlé des sujets de la chaleur, le sujet du froid, qui n'est plus un aléa, parce que c'est une donnée, on va dire, certaine, mais il n'en demeure pas moins que c'est un sujet qu'il faut traiter. Et donc là, bien sûr, on ne va pas aller sur le débat politique autour des aides publiques, mais elles ont un rôle majeur à jouer en accompagnement de cette information, de la sensibilisation sur ce qu'il y a lieu de faire. Et est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux ? Je ne pense pas forcément qu'on soit à la hauteur des enjeux, au moins en tout cas sur l'information, parce que quand je disais que les Français ne se préoccupent pas du sujet, en fait l'information elle existe.
Les données climatiques, elles existent. Les cartographies sur les risques naturels technologiques, ils existent. Mais lorsque vous achetez un bien, lorsque vous louez un bien, je ne suis pas certain, pour ne pas dire le contraire, que le notaire va vous expliquer, ou l'agent immobilier va vous expliquer en quoi ça consiste, quels sont les risques associés, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des travaux qui doivent être réalisés? Est-ce que le bien finalement vaut la valeur qui est affichée? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Donc il y a un vrai besoin de pédagogie, et j'aurais tendance à dire que là on a tous un rôle à jouer. Alors nous, Qualitel, l'association pour la qualité des logements, bien sûr, mais nous on est peu de choses par rapport à ce que sont toutes les entreprises, ce que sont les médias, ce que sont les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales. Et d'ailleurs l'enquête le dit bien, il y a une attente très forte par rapport à ça. Et sur le sujet des risques en particulier, et des dégâts qui peuvent être occasionnés par les aléas dont je parlais tout à l'heure, les assureurs aussi ont un rôle à jouer. Certains commencent à le jouer. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement, de pédagogie. Ce qu'on sait, c'est que les travaux qui sont générés par ces aléas et autres, ils sont jugés comme étant coûteux. Ouais. Voilà, voire très coûteux par les Français. C'est ce qui ressort. Voilà, c'est ce qui ressort de l'enquête. D'où effectivement des dispositifs d'accompagnement en termes de financement, surtout pour ceux qui sont plus je dirais financièrement en besoin par rapport à cela. Oui, François Tchevenec, dans le prolongement de ce que vient de révéler Antoine. Oui, en fait, effectivement, il y a un vrai besoin d'information du propriétaire qui veut entreprendre ces travaux-là. Ça, c'est les retours que vous avez chez Illico Travaux, notamment. C'est la raison pour laquelle les clients nous appellent chez Illico Travaux, en fait. Vous savez, le premier critère, quand ils nous appellent, c'est de dire je vous appelle parce qu'en fait, je ne sais pas qui appeler. En fait, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse des travaux, mais déjà, je ne sais pas vraiment quels travaux faire, et surtout quelle entreprise du bâtiment appeler, parce que c'est quand même un marché qui est très atomisé. C'est une jungle, il y a beaucoup d'entreprises. Et voilà. C'est dans nos enquêtes 40% des clients qui nous disent « je ne sais pas quelle entreprise du bâtiment appeler ». Et en plus, dans le lot, on va relever beaucoup d'inquiétudes, de stress, d'anxiété. Certains vont nous dire « j'ai peur des malfaçons ». J'ai peur de me faire avoir. Parfois aussi, on l'entend très souvent. Et donc, oui, j'appelle une structure comme Illico Travaux parce que j'ai besoin d'un tiers de confiance qui va pouvoir m'apporter ces réponses et m'apporter certaines garanties. Qu'est-ce qui est demandé en priorité, si vous deviez faire une synthèse dans le domaine? En termes de demande de travaux, est-ce que véritablement il y a... De travaux? Oui. C'est beaucoup pour nous de la rénovation globale. Beaucoup qui va forcément inclure la rénovation énergétique. C'est un non-sens de ne pas aborder la rénovation énergétique aujourd'hui quand on fait une rénovation globale. Mais c'est très souvent ça. J'ai acheté un nouveau bien et je veux le mettre au goût du jour, à tout point de vue, à mon goût. À moi, mais aussi le rendre plus performant. Et puis, on va peut-être en reparler aussi, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure par Antoine, mais plus durable aussi, plus responsable. Comment encourager aussi les professionnels à rénover, Antoine? Là, on a évoqué les particuliers, mais les professionnels aussi. Le professionnel, il faut qu'il soit conscient des enjeux, des attentes de ses clients. Vous parlez de rénovation, effectivement, c'est l'enjeu. Je reviens sur notre enquête, mais on voit bien que notamment par rapport à l'aléa climatique chaleur, l'enjeu il est surtout sur le parc existant. Ouais. Et donc il faut simplement se dire par rapport à ça qu'il faut embarquer, lorsqu'on fait une rénovation, il faut embarquer le maximum d'enjeux, le sujet bien sûr de la performance énergétique, mais aussi le confort d'été, mais aussi le confort d'une façon générale, la qualité de vie, et donc vraiment avoir une vision globale et multicritère. Le professionnel, il doit être formé. Et on sait malheureusement que sur la rénovation, il manque 200 à 300 000 emplois et pour tenir déjà les objectifs qu'on s'est donnés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de tendre vers en 2050 un niveau bas carbone tout à fait satisfaisant. Donc il y a un besoin de formation et de formation sur la rénovation qui soit associée à une approche globale multicritère de la qualité. C'est vraiment le point très important.
Comment mieux concevoir les logements de demain? Vous qui travaillez avec le groupe Exaome notamment, spécialise maisons neuves, individuelles, sur la construction aussi. Qu'est-ce qui est mis en avant? En fait, le logement, c'est un marqueur de la société. Donc on va regarder en fait quelles sont les attentes de notre société aujourd'hui. La société, aujourd'hui, elle nous dit, voilà, on est sensible aux enjeux climatiques. On est sensible à la notion de performance énergétique. Et pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui est derrière. Donc déjà le logement de demain, mais déjà dès aujourd'hui, on y travaille beaucoup, le groupe Exaome pour la construction, Illico Travaux pour la rénovation, c'est vraiment de mettre ce sujet durable au cœur de nos préoccupations dès la conception en fait du projet. On n'est pas à se dire voilà, on va faire des travaux puis à la fin on va se demander comment on chauffe, comment on isole. Non, c'est dès le début qu'on va faire ça. Donc ça c'est le premier marqueur. Et puis derrière, notre société, elle est aussi marquée par une évolution qui est surtout très marquée depuis 2020, les années Covid, c'est qu'aujourd'hui, les choses changent vite. La structure familiale, parfois, peut évoluer vite. Les besoins, le télétravail, qui a émergé beaucoup ces dernières années, nous demandent d'avoir un habitat qui s'adapte beaucoup plus. Ça, tenir compte des nouveaux usages et des modes de vie. C'est exactement ça. Tout à fait. Donc, on va parler de l'habitat agile. C'est un terme qui est assez à la mode aujourd'hui, l'agilité, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il faut pouvoir utiliser son logement pour se loger, bien sûr, parfois pour travailler aussi. Logement évolutif aussi, c'est ce qu'on voit. Logement évolutif aussi. Alors peut-être un mot pour rappeler que Qualitel agit beaucoup par la certification du logement, avec la marque NF Habitat. Accessoirement, on a pu mesurer dans notre baromètre que on vit mieux dans les logements les plus récents, mais on vit encore mieux dans les logements certifiés. Bon, voilà, j'aime bien le rappeler, c'est important. Et effectivement, dans nos référentiels de certification, dans nos marques de qualité qui sont portées par des professionnels, nous capitalisons sur les bonnes pratiques et nous nous projetons aussi sur les attentes, les usages, l'évolution des usages, les enjeux climatiques externes dont on vient de parler. Mais sur le sujet de l'évolutivité, c'est aussi un point important. Et donc notre prochaine version du référentiel de certification, qui sert de cadre à beaucoup d'acteurs, promoteurs, constructeurs, bailleurs sociaux, rénovateurs, va intégrer cette dimension d'évolutivité, à la fois pour des projets neufs, mais aussi pour des bâtis et des logements existants, mesurer la capacité d'évoluer du bien, puisque on sait aujourd'hui qu'on vivra différemment demain, les pratiques, les usages ne seront pas les mêmes. La famille elle-même va évoluer, le mode de vie change, plus de télétravail, on l'a dit. Voilà, tous ces éléments sont à intégrer et donc nous avons, sans aller jusqu'au changement complètement d'usage, transformation bureau-logement par exemple, mais nous intégrons, qui est un vrai sujet, qui est une solution qui est pertinente localement, ponctuellement par rapport à certains patrimoines. On intègre donc pleinement ces éléments et c'est vraiment quelque part une nouvelle ère, mais on est dans une ère de changement très rapide. Et vous l'évoquiez tout à fait tout à l'heure, Antoine, 80% des logements de 2050 existent déjà, donc il faut avant tout déjà rénover, qu'ils soient en bon état. Et puis, est-ce qu'on ne va pas passer d'un urbanisme de construction à un urbanisme de transformation ? La réponse est dans la question. La réponse est dans la question, Olivier. Donc je n'ai pas tellement d'éléments à ajouter à ça, mais oui, bien sûr, c'est le sujet. C'est le sujet. On a beaucoup construit sans forcément imaginer que ce qui a été construit devrait vivre et durer un siècle. On sait bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on fait des calculs réglementaires sur l'analyse de cycle de vie, on ne se projette pas sur des durées aussi longues. Or, on constate que le parc existant, il est là et il va encore être là pendant très longtemps. Donc, il faut vraiment l'intégrer pleinement. Il faut requalifier les territoires, plus que rénover un immeuble de logement. Il faut vraiment raisonner à l'échelle du territoire. Ça, c'est vraiment essentiel. Oui, François, et peut-être aussi des nouveaux modèles de construction, peut-être ? Oui, mais en fait, déjà pour rebondir sur ce que disait Antoine, effectivement, la rénovation, alors je prêche un peu pour ma paroisse, évidemment, mais la rénovation par nature, c'est ce qui est le plus écologique, en fait, puisque là, on est dans du réemploi, dans une forme de réemploi, on ne dégrade pas des nouveaux sols, aussi, on n'a pas de nouvelle emprise sur les terrains, etc. Donc oui, ça, c'est un enjeu qui est majeur, cet aspect-là. L'accompagnement, que ce soit sur mesure, savoir où et à qui
Poser les bonnes questions et s'informer, c'est vital, enfin, j'imagine, bien sûr, chez Qualitel. Alors, c'est le rôle de Qualitel. On travaille beaucoup aussi avec l'ANIL. L'Agence nationale d'information sur le logement. Voilà, et les ADIL. Départementales. Voilà, et donc aussi un rôle majeur. Beaucoup les espaces info-énergie, beaucoup d'acteurs jouent ce rôle et c'est vraiment effectivement très important. Ce qu'on essaie aussi de faire, nous, c'est d'accompagner concrètement les particuliers. Lorsqu'ils achètent un bien, par exemple, on l'a vu dans un précédent baromètre, que dans les 2/3 des cas, quand on achetait un bien, on avait des mauvaises surprises. Et donc, on a développé une offre d'expertise avant achat qui s'appelle Alex, qui permet, lorsqu'on n'a pas un ami architecte, entrepreneur, bureau d'études, etc., ça se développe parce que l'idée de prendre la connaissance intrinsèque du bien, d'avoir donc un diagnostic circonstancié, une préconisation de travaux dont on peut donner une estimation financière aussi. D'ailleurs, on va l'enrichir de cette dimension aléa climatique, justement, parce que voilà, on doit jouer ce rôle et il faut s'en préoccuper. Voilà, donc il faut vraiment négliger aucun moyen d'agir pour accompagner le grand public pour qu'il prenne les bonnes décisions dans son parcours résidentiel, tout simplement. L'accompagnement, évidemment, c'est notre métier. Ouais. C'est notre métier. On a changé notre modèle il y a plus de 10 ans pour pouvoir accompagner nos clients jusqu'au bout du projet. Donc là, effectivement, on va intervenir avec Icotravaux de la définition des besoins jusqu'à la réception du chantier, parce que une rénovation, c'est des sujets techniques, ça c'est pas nouveau, mais c'est des sujets réglementaires. Et peut-être de plus en plus, et puis ça change de plus en plus vite, surtout aussi, et puis c'est même une ingénierie financière aujourd'hui, avec les aides notamment. Donc oui, le particulier tout seul, il peut vite être un petit peu déboussolé et surtout renoncer à son projet de rénovation. Donc on doit l'accompagner, et c'est vraiment un marqueur très fort chez Icotravaux, puisque, je vous l'ai dit, on a changé notre modèle, on propose plein de services différents à nos clients, mais 90% des clients retiennent des solutions d'accompagnement au suivi de chantier, que ce soit à travers de l'assistance maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre. 90% nous disent on veut vraiment vous avoir à nos côtés jusqu'à la fin du chantier. Une conclusion, Antoine. Conclusion sous forme de conseil. Oui, conclusion sous forme de conseil, mais je dis les Français ont du bon sens, donc il faut les écouter. Clairement, ces baromètres que nous réalisons, 9e édition, je le disais, ils sont toujours très enrichissants, et il faut s'en inspirer clairement, parce que le logement, on le sait, c'est là où on passe 80% de son temps, donc son logement, et donc il faut vraiment être aux côtés du particulier, dans ses changements de vie, mais aussi dans sa vie de tous les jours, et donc voilà, soyez, pour ceux qui nous écoutent en tout cas, soyez attentifs, allez chercher l'info auprès de ceux qui la promeuvent, et donc Qualitel fait partie, une information impartiale, indépendante sur ces aspects, et en projection aussi sur notre futur qui est très changeant. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Antoine Desbarrières de Qualitel, merci beaucoup. Merci Olivier. François de Chavagnac, Icotravaux du groupe Exaum, merci infiniment. Merci à vous Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.